C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la ville de... Le M23, pointé du doigt par Human Rights Watch, la milice soutenue par le Rwanda est accusée de meurtre et de viol dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONG documente ces exactions. Nous en parlerons avec Clémentine Demonjoie, chercheuse à Human Rights Watch, dès le début de ce journal. La ville soudanaise d'El Obeid bombardée, c'est la première fois depuis le début du conflit qu'une localité du sud du pays subit un raid aérien. Dans le même temps, de nombreux collégiens originaires de la capitale Khartoum ont pu passer leur examen de fin d'année à Port-Soudan. Les détails à suivre. Et puis enfin, une application qui aide les patients à trouver des donneurs de sang, conçue par une jeune développeuse au Gabon. Elle permet de mettre en relation les donneurs et les demandeurs. Reportage de nos correspondants à la fin de cette édition. Ce nouveau rapport de l'ONG Human Rights Watch qui accable le M23. Selon ce document, les rebelles de la milice soutenue par le Rwanda ont commis depuis fin 2022 des meurtres, des viols et d'autres crimes de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous sommes avec l'auteur du rapport, Clémentine Demonjoie, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, que contient ce rapport? Qu'avez-vous pu documenter? Bonsoir. Oui, effectivement, donc nous avons mené plus d'100 d'entretiens entre le mois de mars et le mois de mai au Congo, à Goma, mais aussi par téléphone, et analysé des vidéos, des photos, des images satellites afin de documenter des exactions commises par le groupe rebelle M23 qui est soutenu par le Rwanda. Nous avons documenté des cas d'exécution, de viols collectifs, l'usage d'armes explosives ciblant des infrastructures civiles. Nous avons documenté plusieurs cas de personnes qui sont mortes suite à des bombardements pendant des attaques des M23 qui ont donc occupé et capturé de grandes parties de la province du Nord Kivu pendant leur offensive qui a duré environ du mois d'octobre au mois de mars cette année. Alors, votre ONG demande à l'ONU d'ajouter à sa liste de sanctions les dirigeants du M23 et des responsables rwandais. Je rappelle que des experts de l'ONU avaient affirmé que le M23 était soutenu par Kigali. Effectivement, et dans les rapports de l'ONU précédents, nous avons vu des preuves de ce soutien militaire que le Rwanda apporte au groupe rebelle du M23. Et donc, pour nous, il faut non seulement cibler les leaders du M23 avec des sanctions, que ce soit le Conseil de sécurité, mais aussi l'Union européenne ou d'autres États qui peuvent mettre en place des sanctions bilatérales comme les États-Unis, mais aussi les commandants du Rwanda qui seraient impliqués dans ce soutien et du coup qui pourraient être impliqués dans les abus que commet ce groupe rebelle. Où en sont les enquêtes sur les massacres qui ont été perpétrés cette année? Je pense notamment à Kichiché. Donc oui, nous avons publié un nouveau rapport ce matin spécifiquement sur Kichiché. Les M23 ont occupé Kichiché entre novembre et début avril de cette année. Et après leur retrait, nous avons pu relancer nos enquêtes pour essayer d'établir de manière plus précise ce qui aurait pu se passer pendant cette période d'occupation. Nous avons donc interviewé des témoins d'exécution, mais aussi des personnes que les M23 avaient forcées à enterrer des corps. Et nous avons identifié, avec ces témoignages et l'aide de vidéos, de photos et d'images satellites, 14 sites qui pourraient constituer des fosses communes, sachant qu'il pourrait y en avoir bien plus. Donc, nous demandons aux autorités congolaises d'inviter des experts médico-légaux et qu'il y ait une enquête rapide et impartiale pour préserver et analyser les potentielles preuves de crimes de guerre qui auraient été commis à Kichiché. Est-ce que c'est difficile d'enquêter sur ces terrains-là, dans ces localités qui sont toujours très dangereuses, très difficiles d'accès? Oui, c'est sûr que c'est difficile, surtout que la population a peur, elle a peur de représailles. Ils se retrouvent vraiment entre marteau et l'enclume parce que de l'autre côté, on documente les abus des M23 évidemment, mais il y a une panoplie d'autres groupes rebelles qui opèrent dans ces zones
Et donc, tout comme la population a été ciblée et accusée de soutenir des groupes rebelles opposés au M23, une fois que ces autres groupes reprennent le contrôle, il y aurait des chances de représailles contre la population. Donc, c'est pour ça que nous demandons à ce qu'il y ait une assistance internationale et des experts internationaux qui soient invités à mener ces enquêtes en sécurité. Alors, quelle est la situation des déplacés sur place? Elle est en toute honnêteté catastrophique. MSF estime qu'il y a environ 1 million de personnes qui ont été déplacées par cette dernière résurgence du groupe rebelle des M23. Des personnes qui ont fui, de nombreuses personnes qui se retrouvent dans des camps de déplacés, des camps de fortune autour de Goma, qui n'ont pas du tout d'assistance médicale, humanitaire, qui n'ont pas d'abri. Et donc on demande aussi dans nos rapports qu'il y ait une assistance humanitaire qui soit livrée de toute urgence pour adresser cette situation vraiment catastrophique. Ouais. Merci beaucoup Clémentine Demangeois, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au Soudan, pour la première fois depuis le début de la guerre, une ville du sud a été bombardée par l'armée de l'air. Il s'agit de la ville d'El Ubaid, située à 350 km au sud de Khartoum. À Port-Soudan, plus de 13 000 collégiens originaires de la capitale ont passé leur examen de fin d'année. La ville, restée relativement stable, est devenue l'une des principales destinations pour les personnes qui fuient les combats. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacés depuis le début du conflit selon l'ONU. Caroline Lambollet. Leur copie d'examen dans les mains, ces élèves de l'école Combini de Port-Soudan ont poussé un soupir de soulagement. Beaucoup d'entre eux sont originaires de la capitale soudanaise Khartoum. Ils ont été forcés de fuir il y a près de 2 mois. Lorsque la guerre a éclaté, j'étais à la maison. Tout allait bien jusqu'après l'Aïd. Puis les combats se sont intensifiés et c'est là qu'on est parti pour Port-Soudan. En chemin, nous avons vu l'armée, puis les forces de soutien rapide. Ici, à Port-Soudan, l'électricité est stable et j'ai pu passer mes examens. C'était très facile. Plus de 13 000 collégiens originaires de Khartoum ont passé leurs examens à Port-Soudan cette semaine. Ici, à l'école Combini, ils étaient environ 800. Épargné par les violences, Port-Soudan est devenu l'une des principales destinations pour les personnes fuyant les combats en interne. Si les épreuves de fin d'année semblent montrer un retour à la normale, ces familles déplacées ne pensent qu'à une seule chose, rentrer à la maison. Ceci est un appel aux deux forces qui s'affrontent. Nous, les citoyens, on est impuissants. J'appelle la communauté internationale à intervenir si les deux forces ne résolvent rien. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées depuis le début des combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Près de 530 000 d'entre elles se sont réfugiées dans des pays voisins. On part à présent au Sénégal. Le pays accueille depuis ce mardi la 9e conférence mondiale de l'ITI, l'initiative internationale pour la transparence dans l'industrie des extractives. Pendant 4 jours, plus de 1000 participants vont réfléchir sur la gestion des ressources naturelles. Le Sénégal va bientôt rejoindre le club des pays producteurs d'hydrocarbures. Les précisions à Dakar de Sarah Sakou. Le Sénégal prévoit de produire son premier baril de pétrole et sa première molécule de gaz naturel en fin d'année 2023, avec notamment le champ gazier de GTA, un champ offshore au large des côtes mauritaniennes et sénégalaises, qui produira 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Le premier projet pétrolier à démarrer sera celui de Sangomar, un projet également offshore au large du pays, mais plus au sud, avec 100 000 barils par jour. Le Sénégal est membre depuis 10 ans déjà de l'ITIE. Il est classé bon élève par cette initiative puisqu'il publie ses contrats et ses rapports d'activité dans le domaine des industries extractives. Cette conférence vise justement à améliorer la transparence dans la gestion des ressources naturelles, un enjeu essentiel selon ce participant. Écoutez. C'est seulement la transparence qui permet de garantir que les revenus qui sont générés par l'industrie extractive puissent être utilisés à bon escient afin que les communautés et les populations puissent en tirer profit. S'il n'y a pas de transparence, c'est la porte ouverte à la corruption et l'État ne pourra pas
garantir une bonne gestion de ces ressources-là, parce que c'est une manne financière qui est extraordinaire. L'exploitation des hydrocarbures devrait rapporter près d'1,4 milliard d'euros pour les 2 prochaines années, selon les projections du gouvernement sénégalais. Au Niger, un groupement de mouvements de la société civile d'Agadez a déposé une plainte contre la société des mines de Dassa, détenue à majorité par le géant canadien de l'uranium Global Atomic Corps. Les plaignants reprochent à la firme d'avoir minimisé dans une étude l'impact environnemental pour démarrer plus vite l'exploitation. Aujourd'hui, c'est la Cour de cassation de Niamey qui doit trancher. Reportage d'Harold Girard. Le géant canadien de l'uranium, Global Atomic, se heurte à l'opposition de la société civile d'Agadez. Alors que sa filiale nigérienne, la Somida, a commencé son activité depuis novembre 2022, mais n'a pas encore atteint le précieux minerai, un groupement d'organisations a porté plainte et accuse la société d'avoir bâclé l'étude d'impact environnemental, essentielle pour évaluer les dommages de cette extraction sur la nature et les habitants de la région. L'adversaire que nous avons, ce n'est pas un adversaire que nous voulons qu'il quitte les pays ou bien qu'il laisse les exploitations. Non, nous voulons travailler ensemble dans des conditions meilleures de la protection de l'environnement et de l'enrôlement de la jeunesse dans les opportunités qu'il y a. En février dernier, la justice d'Agadez a décidé de l'arrêt des activités de la Somida jusqu'à ce qu'une nouvelle étude d'impact environnemental soit produite. Une décision annulée par la cour d'appel de la région de Tawa seulement 2 semaines plus tard. Aujourd'hui, c'est le verdict de la Cour de cassation de Niamey qui est attendu par les activistes. Mais une nouvelle suspension d'activité de la firme ne serait pas une bonne nouvelle pour tous. Ça profite à personne, arrêter Dassa. Il y a beaucoup de gens ici à Gadez, à Arlit, qui sont au chômage. Ex-employé de la Cominac, filiale nigérienne du groupe français Orano, Sadafoula connaît néanmoins les dangers à long terme de l'extraction d'uranium. Moi, j'ai vécu l'expérience. Tu vas voir les gens dans leur logement, on vient, on casse, on dit c'est radié. Pourquoi ça a été radié? Soit c'est du bonco qu'on a amené de la zone, ou bien soit c'est des ferrailles qu'on a amené de la zone. Moi, mon voisin a vécu jusqu'à 25 ans même dans sa maison. Hein. Mais juste à 3 ans de la fermeture de la Cominac, ils ont dit que sa maison est polluée. La société des mines de Dassa, comme le groupe Global Atomic, affirme avoir respecté les procédures et réalisé une étude d'impact environnemental valide. Contactée par nos équipes, la direction n'a pour l'instant pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. Avant de se quitter, je vous emmène au Gabon, où une jeune développeuse a conçu une application pour aider les patients à trouver des donneurs de sang. Cette plateforme permet de mettre en relation les donneurs et les demandeurs. Après plus d'1 année d'expérimentation, cette application compte déjà près de 4000 abonnés. Reportage de nos correspondants Marcel Amoko, Ismaël Obianze et Alain Bakita. Ntina, qui signifie le sang en langue omiénée du Gabon, est une application créée par Alvin. Il s'agit d'une plateforme qui ambitionne de faire grandir une communauté de donneurs de sang bénévoles, accessible gratuitement à ceux qui en ont besoin. Opérationnelle depuis plus d'1 an, Ntina est née d'une expérience personnelle vécue par la jeune développeuse. Ntina est née d'un sentiment d'impuissance qui a envahi ma famille lorsque nous avons été confrontés aux besoins et à l'urgence de devoir trouver des donneurs pour sauver la vie d'un proche en attente de transfusion sanguine. Pour développer cette application, Alvin a bénéficié d'un appui financier de 10 millions de francs CFA, un peu plus de 15 000 euros, de la fondation Elumelu, créée par le milliardaire nigérian Tony Elumelu. 1 an après sa mise en service, Ntina compte aujourd'hui 4 000 abonnés comme Odiel, qui se réjouit des facilités qu'offre l'application pour les donneurs. Ce que je trouve vraiment louable, c'est la rapidité en fait. Parce que d'habitude, moi j'ai déjà vu, lorsque je viens faire des dons, il y a des personnes qui sont vraiment désespérées, elles ne savent pas vers qui se tourner pour avoir des donneurs. Mais avec l'application, c'est vraiment du tic au tac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne a besoin de transfusion sanguine toutes les 2 secondes dans le monde. Au Gabon, le Centre national de transfusion sanguine enregistre en moyenne 200 donneurs par jour, des chiffres encourageants mais insuffisants pour faire face à la demande. Ici, l'on compte sur le digital pour changer la donne. Passer par les réseaux sociaux, c'est aussi une manière d'aller au plus près de ces personnes-là et de les attirer vers la banque de sang afin de pouvoir faire un don de sang. Nous encourageons
ces personnes-là en bonne santé à devenir des donneurs réguliers. Selon ses responsables, le Centre national de transfusion sanguine du Gabon a un taux de fréquentation de 40 à 50 donneurs par jour et prélève jusqu'à 25 000 poches de sang par an, des chiffres en nette progression grâce à l'apport du digital. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité.